C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 109 sur MX Réflexion. Facebook, YouTube, Instagram, on est partout. Donc voilà, show numéro 109. Ceux qui n'ont pas la chance de voir ça en live ou du moins en presque live, eh bien, vous pouvez tout retrouver sur YouTube. On a toutes les archives là-dessus. On a eu beaucoup de pilotes français, des champions du monde, des champions de France. On a eu vraiment tout le gratin de l'industrie du motocross et de l'enduro. Et en parlant de gratin, il y en a un qui va pas tarder à gratiner un CRF dans le sable en s'entraînant pour l'Enduropal du Touquet. C'est Blaise, ça approche là, hein. Ah, Le 10 exactement, septembre. ça approche, ça va être dur ça, hein. Ça va être compliqué. Notre invité va pouvoir nous en toucher deux mots. Il doit connaître un peu mieux que moi le sable. Mais bon, ouais, ça va. On se retrouve et même ce soir, on a pas mal. Alors là, je suis en train, vous ne voyez pas, hein, mais je suis en train de faire un petit effet spécial en apparaissant en grand écran. Donc vous allez voir quelques petits effets spéciaux pour ce live, pour notre invité de marque, pour fêter l'après centième live que notre invité d'ailleurs, que Nico, tu vas présenter brillamment. Ouais, avec nous ce soir, c'est celui qui possède la plaque rouge du championnat de France élite sous son auvent, hein, la plaque rouge de la catégorie Rennes à 4,50 avec Maxime Després. Il a été champion de France Supercross évidemment. Il a aussi remporté le show freestyle de Paris-Bercy. On va parler freestyle ce soir parce qu'il a inventé, si je ne me trompe pas, la figure nommée Candy Bar. C'est le célèbre, la légende, Serge Guidetti. Comment ça va, Serge? Super bien. Je suis honoré et flatté de tous ces beaux compliments. Ça faisait longtemps d'ailleurs. Le Euh, Candy Bar, ça faisait longtemps. Tout le monde avait oublié. on y va. Alors, ce qu'il y a d'assez à la fois agréable et rigolo, c'est qu'il y a quand même régulièrement des gens qui sont sur les épreuves et des anciens, mais évidemment, les anciennes générations, parce que les jeunes, ils voient que les pilotes actuels, les pilotes ricains ou les pilotes qui sont en haut de l'affiche. Et c'est toujours super agréable de voir des gens qui reviennent en reparlant justement de ces moments un petit peu historiques pour nous ou pour moi, et de reparler effectivement du freestyle, du concours de saut de Paris-Bercy, du Candy Bar. Ça reste encore dans les mémoires. Si je ne me trompe pas, tu es parmi les derniers à avoir, enfin, où il y a des pilotes qui participaient et au Supercross et au concours de saut. Si je me rappelle bien, il y avait McGrath et des pilotes comme ça, comme Torrent Terrace, qui faisaient et le Supercross et la partie freestyle. Est-ce que maintenant, tu penses que ça serait possible? Déjà, les deux disciplines se sont vraiment maintenant professionnalisées et ce sont deux disciplines à part entière. Nous, à l'époque où on le faisait, justement, après les épreuves, il y avait le show freestyle et le concours de saut. Qui plus est, c'était sur le saut d'arrivée, il n'y avait pas les rampes, en tout cas au début. Après, les rampes sont arrivées, donc ils ont greffé ça sur les. D'ailleurs, c'était sur la piste et après sur les bords de piste. Et après, les deux disciplines se sont vraiment scindées. Non, je pense qu'aujourd'hui, ça serait quand même compliqué, même si Pastrana l'a fait un petit peu. Mais les événements freestyle ont tellement pris une grande ampleur et avec un calendrier qui est long, des shows, des démonstrations qui s'étalent sur l'année complète. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait relativement difficile on va dire, de mener les deux avec brio. Bon, si on revient un petit peu au présent, on va revenir dans le passé, on va faire plein de flashbacks et tout, tu vas voir, on n'est pas très ordonné, mais le tout c'est qu'on couvre bien tout ce que tu as à nous dire. Donc c'est pour toi, là sur le présent, ça se passe comment cette saison? Saison bizarre, hein, on le sait, de toute façon, avec le Covid, mais voilà, est-ce que tu arrives à en tirer le meilleur de cette situation? Ouais, après c'est sûr que je pense que ça a été, c'est très compliqué pour tout le monde, et pour les marques bien évidemment, pour les pratiquants, parce que je vois régulièrement des messages passer sur notamment le fait des licences qu'elles étaient encaissées, que les pilotes n'étaient pas roulés sur l'année, ce qu'ils vont rembourser, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est pour faire une petite anecdote, mais dans le sens où ça touche tout le monde. Donc si ça touche les marques, bien évidemment, ça touche les teams, et ça touche les teams, ça touche les pilotes. Donc notamment pour les pilotes pro, moins d'épreuves, moins de rentrée d'argent, puisque dans la logique des choses, si ce sont des grosses épreuves, il y a des rémunérations à rapport. Donc oui, c'est une année très très compliquée, comme on peut le dire. Hein, de toute façon, cette année, elle est pour tout le monde pareil. Aujourd'hui, entre guillemets, moi j'ai la chance avec le team, et on va dire le team a vraiment évolué sur ces plus de 10 dernières années, parce que le team a été créé en 2008. Donc on est en 2020, c'est monté crescendo, des pilotes juniors, des pilotes sur le national, on est revenu sur le junior, des pilotes au niveau régional. Après il y a eu un bon coup d'élan, un bon coup de boost en 2017, quand je me suis engagé avec Nicolas Dercourt, notamment sur la catégorie MX2, et puis ça a continué à monter en puissance jusqu'à vraiment cette année, où c'était, pour nous en tout cas, pour moi, la grosse année. Il y en aura d'autres, hein, fort heureusement,
mais le nouvel élan et le nouveau gros pas franchi avec notamment deux pilotes de renommée, Thomas Ramette en supercross et Maxime Després en motocross. Thomas, on va dire, qui a plus ou moins sauvé la saison puisqu'il fait vice-champion d'Angleterre, donc il a quand même pu faire une partie de sa saison avant le confinement. Et puis Maxime qui s'était vraiment entraîné, j'ai presque envie de dire plus que jamais, en tout cas dès les premiers contacts avec la Yamaha, parce que les deux pilotes, quand je me suis engagé avec eux, je voulais surtout pas partir dans une problématique où je signais les pilotes, après ils roulaient sur les motos et qu'ils puissent se retrouver avec des motos qui ne leur conviennent pas. Parce que ça, malheureusement, ça s'est vu et ça se voit encore. Et je voulais vraiment qu'avant de faire quoi que ce soit, même si c'est des pilotes avec lesquels je voulais m'engager pour 2020, je voulais être sûr que déjà notamment le premier contact, qui est quand même un contact très important, qu'il se passe déjà des choses et que la moto elle convienne. Donc c'est ce qui a été fait et c'est ce qui a matché directement. Et derrière, ça a vraiment permis en tout cas à tout le monde de bien bosser et Maxime donc de préparer une saison qui, je pense, elle est extraordinaire, mais elle devait être extraordinaire avec une motivation énorme. Et sur la moto, alors encore une fois, il est dans ma structure et on roule ensemble, il fait les entraînements avec nous. Et à la limite, si ça n'allait pas, je pourrais dire que ça va pas. Mais ça va vraiment très 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 bien et je l'ai rarement vu autant en mouvement sur une moto et prendre autant de plaisir et autant amortir les sauts, etc. etc. Donc on va dire ce qui concrétise tout ça, même si on est sur une petite saison, c'est qu'il a la plaque rouge à l'heure actuelle, même s'il va y avoir le report de points qui est actuellement une grosse ou une grande source de débat. Et ben oui, parce que il y avait ça a été aménagé du fait qu'il y a moins de courses par rapport au Covid, un avenant a été fait et on se retrouve avec, alors si c'est confirmé, parce que j'ai presque envie de dire, on n'est pas encore sûr, mais avec Jérémy Van Orbeek qui a fait Magesque, qui a gagné 2 épreuves, donc qui est un très très bon pilote et on va dire qu'il bien évidemment joue le titre, mais il va arriver, si tout est confirmé, il va arriver à l'épreuve d'Euroville avec 2 fois Magesque, donc comme s'il a fait 4 fois premier. Donc c'est vrai que pour nous notamment, on va arriver non plus en tête du championnat, mais second. Serge, peut-être, avant c'était pas comme ça, c'était une moyenne des points sur l'ensemble du championnat. Bon, lui, son championnat, ça comportera 2 épreuves. Ça veut dire que parce qu'il y aura eu Magesque et Roville. Donc du coup, est-ce que c'est la moyenne entre Magesque et Roville de ces résultats entre les 2 épreuves ou c'est que les résultats de Magesque qui comptent? C'est la réponse que j'attends de la Fédé parce que tout n'est pas clair et il faut qu'on regarde exactement avec le règlement. Mais on ne sait pas justement si c'est l'ensemble des 2 épreuves et avec la moyenne pourrait attribuer les points ou alors si c'est uniquement Magesque qui est pris en compte parce que la Fédé ne veut pas qu'on se retrouve dans le même cas qui s'est passé l'année dernière en MX2 avec Valentin Théier, Stéphane Rubini où ils ont mis les points après l'épreuve. Donc ils veulent que les points ils arrivent avant l'épreuve pour qu'on sache exactement qui arrive en première position, qui est second, etc. et surtout les écarts de points qu'il y a. Juste si je peux rajouter, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas bien suivi le championnat de France Élite, on est en train de parler de Jérémy Van Orbeek qui a fait une épreuve du mondial en même temps que le championnat de France Élite. Et du coup, je resitue un petit peu tout ça. Les points du mondial comptent. Ce n'est pas les points du mondial qui comptent, c'est la moyenne des points marqués à l'élite qui compte. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. En fait, dans la logique des choses, pour aller au bout, on va dire, du raisonnement, cette réattribution des points, vu que c'est pas le pilote, malheureusement, qui décide qu'il y a des épreuves qui tombent en concurrence de date, mais qui subit cela, et notamment, et principalement, ça a été fait surtout pour les pilotes français, pour nos pilotes français qui participaient à des championnats d'Europe ou à des championnats du monde, et qu'il y a des épreuves d'élite notamment, ou junior ou autres qui tombent en même temps. Donc ce système avait été mis en place pour qu'ils puissent quand même s'aligner sur l'ensemble des épreuves en France et pas qu'ils se disent j'ai raté une épreuve, j'ai pas de points, c'est pas la peine que je continue le championnat. Donc c'était aussi dans le sens que les pilotes reviennent et qu'ils aillent au bout et qu'il y ait une moyenne des points qui soient faits. Donc effectivement on parle d'une moyenne, sauf que cette année c'est un peu délicat parce qu'on se retrouve sur un championnat à 3 épreuves notamment pour Jérémy Van Orbeek, il a fait la première, il fait pas la seconde parce qu'il y a une épreuve en concurrence, il ne va pas faire la troisième non plus, mais les grands prix ont été annulés, donc il se retrouve disponible. Et si on prend sa moyenne, pour l'instant, on fait de la première épreuve, puisque la dernière n'a pas eu lieu, on se retrouve avec un carton plein 2 fois 1, donc 50 points. Donc là, normalement, c'était là, sur une saison normale encore, avec X épreuves, 5, 6, 7 épreuves, c'était la moyenne des épreuves avant l'épreuve, pour laquelle on réattribuait les points. Ouais, pas évident là, cette année. Comment ça se passe pour établir un règlement comme ça? Est-ce qu'avant le championnat, les team managers, les pilotes sont consultés sur ce genre de décision? Alors oui et non.
Alors moi, pour ma part, j'ai été pendant plus de 10 ans délégué des pilotes. Donc j'allais régulièrement à la Fédé. Il y avait 3 réunions par année, une en début d'année, janvier, une à la mi-saison, juillet, et le congrès qui se déroulait au mois de novembre. Donc j'allais à chache fois dans l'esprit de défendre l'intérêt des pilotes. Alors défendre l'intérêt des pilotes, il faut bien comprendre que quand on est notamment en relation avec la Fédé, on n'arrive pas en disant je suis pilote, c'est le pilote et point barre. On est dans une discussion où il y a différentes parties. Les parties, ce sont les clubs, la Fédé et les pilotes. D'accord ? C'est l'ensemble des trois qui font qu'il peut y avoir des épreuves. Parce qu'il faut que les clubs organisent, il faut que les pilotes viennent, et il faut que la Fédé, elle valide ou qu'elle trouve l'ensemble des clubs ou des fonds pour que tout ça fonctionne. Donc effectivement, quand on arrive sur une réunion à la Fédé, on ne peut pas arriver en tapant du poing, dire ouais, on veut ci, on veut ça, on veut pas ci, on veut pas ça. On peut faire le blocus, hein, je pense que ça s'est eu fait, et ça risque de se repasser d'ailleurs. Mais voilà, à un moment donné, c'est comme en fait, c'est de la politique, c'est un ensemble de compromis où on trouve les meilleurs accords, arrangements pour que tout le monde y trouve son compte et que ça puisse se passer. Donc, on va dire, l'histoire des championnats, des règles, etc. Ça fait des années que je suis à la PD, ça fait des années qu'effectivement, on essaye toujours de trouver des compromis. Encore une fois, ben ça c'est comme pour la population française, et c'est comme quand il y a des élections. Hein. Il y en a qui préfèrent voter pour un tel, il y en a qui veulent voter pour un autre, et il y en a qui ne seront jamais d'accord, il y en a qui vont, on va dire, accepter ou tolérer. Donc voilà, c'est toujours un peu problématique parce que il faudrait arriver à prendre l'ensemble où tout le monde soit dans une vision globale de voir l'ensemble des choses pour tirer des conclusions. D'accord. Moi, je voulais juste revenir sur une petite chose. Tu as été, on l'a dit tout à l'heure, tu as été pilote supercross, motocross, freestyle. Tu as roulé jusqu'à assez tard. Est-ce que tu continues à rouler et est-ce que cette vie de pilote avec l'adrénaline qui en découle te manque ou pas ? Alors, j'ai roulé jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à ce que malheureusement je me blesse plus ou moins assez gravement au niveau des coudes. Donc, il faut savoir que 2018, j'ai eu un gros accident de moto où je me suis vilainement fracturé le coude droit, donc cassé au niveau de l'articulation, plein d'éclats, plein de morceaux, donc très très délicat. Et donc longue convalescence parce que je suis toujours, on va dire, embêté par rapport à ce coude qui m'empêche de faire beaucoup de choses. Et concours de circonstances, un an après, en partant avec des copains à l'entraînement, donc je n'allais pas travailler, hein, je partais avec eux vraiment bord de piste et c'était en Italie. Un pilote perd le contrôle de sa moto, j'étais en sortie de virage en bord de piste, hein, un endroit spectateur, on a le droit d'être. Et au moment où je me retourne, je me prends la moto, la sortie de virage, un peu accéléré, le moto, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a raquetté, la moto lui a échappé, et je me prends la moto dans le corps côté gauche et fracture du coude gauche. Et on va dire avec la même problématique, coude mal fracturé et au niveau de l'articulation. Donc aujourd'hui, refaire de la moto, malheureusement, c'est absolument impossible. Ça serait beaucoup trop dangereux. Et puis, il y a 44 ans, voilà, j'ai profité de beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a encore 2 ans ou 3 ans, je faisais une épreuve du championnat de France national 125 à Saint-Barthélemy-du-Pals en ouvrant un double un peu extraordinaire. Donc, le côté adrénaline, le côté plaisir, bien sûr que c'est, on va dire, on a ça au fond de nous et puis c'est difficile de couper ou de passer outre. Bon, aujourd'hui, j'ai pas le choix, mais voilà, je fais la part des choses parce que ça a été, je dirais que ce qui a été le plus dur, ça a été vraiment d'arrêter la compétition à haut niveau. Donc, quand j'ai arrêté les GP, d'être uniquement sur un programme sur la France Supercross pour préparer la reconversion, notamment le fait de coacher des pilotes, d'organiser des stages. Et après, effectivement, le fait de ne plus participer à des saisons complètes. Donc voilà, les 2-3 premières années, vraiment, entre guillemets, la rupture a été très, très difficile. Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de recul et on va dire, avec les années, sûrement, ça s'agit et on accepte, malgré le fait que le plaisir et l'envie soient toujours là. Hein, ça, c'est... Et encore une fois, je pense que quand on a ça au fond de nous, ça titille toujours d'avoir envie de monter sur une moto, de rouler, d'aller se faire plaisir, donc tout simplement de rouler. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai fait la part des choses et j'ai plus, on va dire, ce cruel besoin de rouler du fait que je ne peux plus rouler, tout simplement. Tu prends plus de plaisir à coacher des pilotes top niveau comme Maxime Després, Thomas Ramette, ou tu apprécies aussi de faire des stages. Nous, à Blaise, on a eu l'occasion d'en faire plusieurs stages avec toi, justement. Et je ne sais pas si c'est l'avenir, voilà, tu vas continuer de faire ça ou pas, mais voilà, est-ce que tu as besoin des deux déjà? Est-ce que tu préfères l'un à l'autre? Alors, j'ai besoin des deux. Je ne veux pas dire spécialement que j'en ai besoin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à organiser des stages et à faire des stages.
C'est pour ça que je le fais encore. Hein. J'ai passé mon brevet d'État, j'avais 18 ans, j'en ai 44 aujourd'hui. Ça fait toutes ces années où j'organise des stages tout au long de l'année dans différentes régions de France, dans différents clubs de France. Et il y a toujours des gens qui viennent. Donc, je pense que ça plaît et que ça fonctionne, en tout cas que la méthode est bonne. Et à la fois, en fait, les deux sont complémentaires. Alors, je parle moi au niveau, on va dire, plaisir de coacher ou d'enseigner. Les deux sont hyper complémentaires parce que quand on travaille avec des tops des pros, on est beaucoup plus sur du détail, alors qu'ils peuvent ou pas traduire tout de suite. Et quand on est plus avec notamment l'initiation, parce que j'adore faire aussi l'initiation. Alors, quand je dis l'initiation, c'est du petit niveau. J'adore aussi parce que le moindre conseil, qui est plus global, normalement, ça percute et ça matche tout de suite. Donc, je prends autant de plaisir à travailler avec un très bon pilote qu'avec quelqu'un qui soit moins bon, tout simplement à partir du moment où le mec, quand il se passe des choses, on va dire, voilà, ça fait ça fait le retour plaisir, quoi. Et maintenant que tu roules plus, comment ça se passe pour ouvrir des nouveaux sauts sur les circuits quand tu vas faire des stages? Je suis malin, je le fais faire à d'autres. Ah voilà, d'accord, c'est bon, t'as trouvé quelqu'un. Le risque et périls. Non, après, il y a Xavier Bog qui est en train de passer son diplôme d'État et maintenant avec qui on a mis en place un système de stage de pilotage où on travaille ensemble. Donc Xavier m'accompagne et gère aussi les stages avec moi et sans moi parce qu'il organise aussi des stages de son côté. Donc on est très très régulièrement ensemble. Donc lui, il a le gros niveau en tout cas encore pour faire les démos et pour piloter. Et puis après effectivement, quand Xavier n'est pas là, si c'est le cas et notamment sur des coachings, voilà, les pilotes après c'est plus avec la notion de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait, de la maîtrise de ce qu'on peut avoir sur l'ensemble du pilotage de la vitesse, de dire voilà, ce saut c'est sûr et certain qui passe ou non, on ne tente pas. Donc après c'est vraiment d'adapter son expérience par rapport au niveau du pilote qu'on a avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la transition qui s'est effectuée quand tu es passé de pilote à ton intégration dans le team ou comment tu appelles ça d'ailleurs, team manager? Tu te considères comme un team manager? Ouais, team manager, c'est ça, ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer cette transition-là? Comment elle s'est faite La transition, alors je dirais c'est un peu particulier parce que transition, à chaque fois les choses, elles se sont plus ou moins mises en place, ou en tout cas j'ai organisé pour qu'il y ait toujours justement une transition qui soit à la fois assez douce, mais de continuer à faire ce que je faisais avant pour enchaîner ce qu'il y avait sur la suite. Donc en gros à l'époque où je roulais encore en championnat de France élite, où je faisais les grands prix, j'ai passé mon brevet d'État. En même temps justement que je faisais les différents championnats de France ou les grands prix, j'organisais dans l'année 2, 3, 4, 5 stages. Donc peu de stages, mais on va dire j'avais déjà engagé, alors je le faisais parce que ça me plaisait, hein, c'était pas juste que le côté financier, mais je le faisais parce que ça me plaisait. Mon club, qui était le motoclub Brumillien, justement, avec Jean-Claude Chalamel, c'est lui qui gérait, il avait plein de jeunes dans le club, donc on organisait aussi les stages par rapport au club et par rapport aux jeunes du club. Et après, progressivement, notamment en allant sur la fin de carrière, la reconversion a fait qu'on se projette un peu, on se dit bon, je vais arrêter la compétition. Alors moi, la raison, c'est que je me suis beaucoup blessé quand j'étais pilote et qu'à un moment donné, je ne pouvais plus m'entraîner physiquement correctement. Donc je parle physiquement à côté de la moto, course à pied, etc. Voilà, j'étais blessé aux chevilles, j'étais blessé aux genoux. À un moment donné, ça devenait compliqué. Donc je ne voyais pas l'intérêt. Alors encore une fois, je n'ai pas été un très très grand pilote, mais je n'ai pas été non plus un mauvais pilote. J'ai eu la chance, ou en tout cas de par le fruit de mon travail, à remporter des manches ou des épreuves ou des championnats dans toutes les catégories, donc que ce soit du mini-vert, du cheval de France cadet 85, du junior, de l'élite en 125, de l'élite en 2,5, du cheval de France 125, du cheval de France en 2,5. Donc j'ai au moins gagné des manches ou des épreuves dans chacune de ces catégories. Jamais en GP, malheureusement, je ne sais pas, c'est bon. Mais du coup, voilà, c'est cet ensemble qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai profité de tout ce que je pouvais profiter au niveau moto. Et du coup, donc après ça, la question, c'était quoi? Donc les stages de pilotage, c'était une logique de continuer à en faire parce que je prenais du plaisir à en faire. Et parallèlement à ça, donc il y a les stages, mais il y a le coaching, parce que le coaching, c'était aussi s'occuper un peu plus précisément de certains pilotes. Donc au début, j'ai fait du coaching, c'était avec des jeunes pilotes de ma région, et Rémi Anlot et Arthur Deschlet. Donc c'était vraiment des jeunes pilotes qui étaient plus ou moins dans un rayon d'une heure de chez moi, et où là, c'était vraiment du coaching intensif, exclusif, et je les prenais en permanence les mercredis, les week-ends, les vacances scolaires, j'allais avec eux sur les courses, donc je faisais vraiment l'année complète avec eux.
Et on était vraiment dans une logique de reconversion parce que après avoir fait de la moto, c'est quand même vachement agréable de continuer à bosser dans un domaine qu'on connaît et puis surtout de parler de choses qu'on connaît. Donc l'évolution sur les épreuves du niveau régional au niveau national, du niveau national au niveau européen, de l'européen au mondial, la gestion des déplacements, la fatigue, la récupération, les entraînements, les préparations moto, suspension, c'est tout des choses que je connais. Donc je l'ai ni plus ni moins adapté et proposé à des pilotes que je coachais pour vraiment organiser et pour leur faire gagner du temps parce que c'est vrai qu'à l'époque où moi je roulais, il n'y avait pas autant de coachs, de bons pilotes qui coachent justement et on était plus livrés à nous-mêmes puis on découvrait. Voilà, c'est le fait d'apporter une expérience à des pilotes pour qu'ils avancent plus rapidement et qu'ils fassent moins d'erreurs et qu'ils travaillent directement avec les bonnes personnes pour évoluer. D'accord. Ça a été long, je ne sais pas si j'ai répondu. Vous voulez répondre à la question ? C'est bon. Super, c'était la question chiante de Blaise, c'est pour ça. Donc voilà, la reconversion, écoute. Après, voilà, je dirais c'est à partir du moment où où je peux rester dans le milieu de la moto, c'est une reconversion logique et qui est tout à fait, je dirais, adaptée à une vie d'après-pilote. Alors après, encore une fois, il faut avoir la pédagogie parce que tout le monde n'est pas forcément bon moniteur de stage ou bon coach. Hein. Il faut savoir expliquer les choses, faut voir, faut lire les erreurs qu'ont les pilotes, expliquer. Donc encore une fois, tout le monde ne veut pas spécialement être coach. Mais il n'empêche que voilà, c'était une suite logique et aujourd'hui, pour moi, c'est la bonne suite en tout cas parce que je prends du plaisir à faire ce que je fais. J'espère que c'est apprécié. En tout cas, si les stages fonctionnent depuis toutes ces années, je pense que oui. Il y a toujours du monde qui vient en coaching. Et puis aujourd'hui, le team, on va dire, c'est plutôt une belle réussite parce que voilà, il y a eu X années de préparation, d'évolution en partant sur des plus jeunes, des petits niveaux pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui est très correct avec des bons pilotes et qui fonctionne bien pour l'instant. Donc voilà, je pense que ça match en tout cas. Du coup, comme tu parles de reconversion, ça me fait penser, on parle souvent de motocross et de poursuivre ses études à côté. Est-ce que tu penses que c'est important pour les jeunes de continuer au maximum leurs études quand ils veulent faire du motocross ou peut-être que tu penses complètement l'inverse? Est-ce que de faire du championnat d'Europe, du championnat du monde en faisant ses études au lycée par exemple? Alors, je peux pas penser l'inverse parce qu'à un moment donné, la moto, on n'a aucune projection sur quelle va être la suite et si on va réussir. Donc ça serait, je pense, très délicat de dire les études après, la moto d'abord. Surtout qu'aujourd'hui, au niveau scolaire, on peut quand même mener les deux de front, d'accord? Alors effectivement, il y a la mode d'arrêter l'école, de faire que de la moto. Alors si, je dis bien si, quelqu'un qui fait ça, il a son père qui gère une grosse entreprise ou qui gère une entreprise et que derrière, même s'il n'a pas de diplôme, le pilote, donc le fils, peut prétendre à bosser avec son père et d'avoir une reconversion pour assurer quelque chose, pourquoi pas? Maintenant, de faire école et moto, alors c'est sûr que par rapport, je pense peut-être à Thibaut Bénistan, à des jeunes qui roulent très très bien en junior aujourd'hui, de faire les deux, c'est sûrement très compliqué. Il n'empêche que d'aller jusqu'à au moins, je dirais, un niveau minimum, parce que alors le bac, j'ai envie de dire, bien sûr que c'est important, mais que ça soit un bac pro, voilà, un minimum, un petit quelque chose qui fasse que quand on se présente dans la vie, on sait quand même écrire, on sait compter, on sait parler. Ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde. Je parle surtout au niveau de l'écriture, de l'orthographe surtout. Donc voilà, après ça c'est des choix de vie. Il faut que les parents qui prennent ces décisions, parce que c'est pas que le pilote, c'est pas l'enfant roi. Hein. Il faut que les parents ils mesurent aussi derrière la suite, parce que bien sûr on voit toujours ceux qui ont réussi, mais je pense que c'est aussi important de voir tous ceux qui n'ont pas réussi et dont on parle pas. Et aujourd'hui on ne sait pas vraiment comment ils s'en sortent. Donc pour ceux qui ont réussi, bien sûr, j'ai arrêté l'école tôt, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça a fonctionné, fantastique. Mais combien il y en a sur combien? Oui, après il y en a qui ont réussi en continuant les études aussi. On a quelques cas aussi. Ouais. J'en discutais avec Stéphane Dassé justement à Castelnau, il me disait il faut qu'ils continuent. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Les jeunes, s'ils vont pas à l'école, les journées peuvent être longues aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que bon, certes, pour être un champion de motocross, il faut s'entraîner énormément et tout ce que tu veux. Mais même des gars comme Marvin Musquin, Zach Osborne, qui s'entraînent énormément avec Aldon Baker par exemple, je prends l'exemple extrême, ils ont quand même du temps à côté pour faire des choses. Mais il faut de toute façon, parce qu'on peut pas être branché, connecté moto du matin jusqu'au soir, parce que quand ça fonctionne c'est fantastique, mais le jour où ça va mal, on broie du noir du matin jusqu'au soir parce qu'on n'est que dans le domaine de la moto. Et effectivement le côté scolaire, à un moment donné ça prend du temps, mais ça permet aussi de couper un petit peu, parce que entre guillemets ça fait une vie sociale à côté de la moto. Où ça apprend aussi la vie, hein, à se lever le matin,
à préparer ses affaires pour sa journée, à faire ses devoirs, à étudier pour pas être trop bête par la suite, d'aller préparer des contrôles, donc des épreuves. En fait, c'est entre guillemets, c'est une école de la vie qui n'est pas forcément la plus agréable. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, l'école, c'est pas quelque chose qui me faisait rêver non plus. Pas pour vous d'ailleurs, mais donc voilà. Mais bon, il n'empêche que je pense que ça permet vraiment d'avoir une vie normale et cadrée et sociale pour aussi faire de la moto à côté plus ou moins correctement. Et du coup, à l'heure actuelle, quel est ton rôle exact dans le team? Est-ce que tu gères tous les pilotes, leur entraînement physique, leur entraînement technique, plus ton rôle de team manager? Ou est-ce que c'est simplement team manager et les pilotes se gèrent eux-mêmes la partie physique, la partie technique et le reste? Alors, je ne gère pas tout dans le sens où, à un moment donné, on a chacun nos spécificités et aujourd'hui, de tout gérer, ça serait absolument impossible. Donc moi, en fait, mon rôle par rapport au team, c'est que je gère effectivement l'ensemble du team et l'ensemble des personnes qui gravitent autour du team. Mais après, chacun a des tâches bien spécifiques. Donc moi, finalement, le principal de mon rôle, c'est de faire que le team il existe, que le team il fonctionne, avec des budgets, avec des pilotes, avec des mécanos, avec en parallèle des entraîneurs physiques, des préparateurs suspension, préparateurs moteurs. Donc voilà, c'est de m'être servi et c'est ce dont on discutait tout à l'heure, c'est le fait de faire gagner du temps aussi aux pilotes et de ne pas faire des erreurs. Je me suis ni plus ni moins servi de l'ensemble des choses que j'ai construites pendant ma carrière de pilote, avec des gens avec qui j'ai travaillé, parce que je travaillais avec différents préparateurs physiques, différents préparateurs suspension, différents préparateurs moteurs, mais pour finalement aller vers ce qui, moi, me convenait le mieux. Avec la disponibilité des personnes et puis les compétences des personnes et le professionnalisme aussi des personnes pour rassembler toutes ces personnes et fonctionner avec eux. Donc après, en parallèle, effectivement, moi, les entraînements, notamment des pilotes, les pilotes support font beaucoup d'entraînements avec moi. Ils font quelques entraînements avec Xavier, alors parce que moi, les pilotes support, ils sont proches de chez moi. Donc c'est une logique de stage de pilotage et de coaching ou à côté du team, parce qu'il faut bien comprendre que l'activité team GSM et l'activité Sergio stage de pilotage et coaching, c'est la même personne, mais ce sont deux choses très différentes. Les stages et coaching n'ont rien à voir avec le team et le team n'a rien à voir avec les stages et coaching. Il n'empêche que les deux sont complémentaires. Donc voilà, il faut bien faire la part des choses. Et donc les pilotes support qui sont proches de chez moi roulent beaucoup avec moi, plus sur le côté stage et coaching, mais ils font partie du team. Et Maxime et Thomas, on fait des sessions ensemble, occasionnelles. On essaye d'avoir un suivi et de se voir régulièrement quand même pour rouler ensemble. Alors soit les pilotes pro seuls, soit les pilotes pro et les pilotes support. Et parallèlement à ça, donc là intervient Xavier Bogg, qui lui gère en permanence les pilotes pro et de plus en plus, il va gérer aussi les pilotes support. Donc c'est lui qui va s'occuper principalement des pilotes. Je serai là pour l'accompagner, puisque c'est aussi quelque chose qui correspond à ce que je connais et à ce que je sais faire. Et après, pour tout ce qui est le reste, le mécano, je gère le mécano, mais après le mécano, il sait le travail qu'il a à faire, il fait le suivi de ses motos, il sait les épreuves, etc. Donc après, le mécano, il est on va dire aussi responsable et autonome par rapport au travail qu'il a effectué. Et puis le préparateur suspension, donc Bobby Racing gère les suspensions, Richie Racing gère les moteurs, les entretiens, les préparations. Et puis donc après, chacun peut avoir effectivement après des personnes autour de lui, comme je prends l'exemple de Maxime Després qui travaille avec François Pradier, son préparateur physique depuis très très longtemps. Mais moi je travaille avec Didier Rochette aussi depuis très très longtemps et je l'ai mis en relation avec Thomas Ramette et du coup il gère Thomas Ramette. Il y a des échanges entre tout le monde. Donc, voilà, chacun, moi si tu veux, je chapeaute l'ensemble des personnes, je mets en place pour que tout fonctionne et après chacun a son travail à faire comme dans une entreprise en fait. Ça commence à faire du monde sous le haut vent là, c'est sûr que ça commence à être un team de renom. Et est-ce que ça te met quand même une petite pression supplémentaire quand tu reçois la plaque numéro 1 de Cyril Després dans ton team? Alors Maxime Després, parce que Cyril Després, sinon je vais pas Maxime Després, pardon. après ça va faire bizarre, surtout Cyril, pourquoi pas? Ça tu sais pas. Si ça se trouve, Cyril va revenir et toi tu vas te retourner. Gros coup d'affiche, Cyril Després. La pression, tu sais, la pression, je crois que la pression, on l'a toujours. Quoi qu'on fasse dans la vie, alors plus ou moins, après il y a des gens qui s'en foutent et tant mieux pour eux et ça fonctionne. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu te fixes un petit peu des objectifs, à n'importe quel niveau que ce soit notamment avec Maxime Després ou même moi avec mes pilotes support, ou notamment lors des stages ou autres, je me mets comme une certaine pression dans l'objectif d'avoir des objectifs et de réussir. Donc la pression, effectivement, tu te dis toujours,
est-ce que déjà tout préparé? Alors je me dis pas, est-ce que j'ai bien tout fait avant l'épreuve? Parce que normalement, quand j'arrive sur l'épreuve, oui, on a tout fait et on est plutôt sûr de nous. Mais après, l'impression, sur une course, tout peut arriver. Donc, tu dis merde, si le départ il s'accroche, merde, s'il fait une erreur, tu as toujours cette petite pression, un petit peu de l'erreur, voire même de la blessure. Mais je pense que c'est une pression, une adrénaline qui est liée à la course et qui est plus ou moins indispensable. Après, pour aller au bout et véritablement répondre à ta question, oui, j'ai un peu la pression et je me fous pas de ce qui se passe. D'accord. Ouais, du coup, après cette erreur de Maxime Després ou Cyril Després, il va falloir que je rattrape le coup, hein, Nico, parce que Ouais, ouais, c'est pas vas-y, bon ça. vas-y, charge. Du coup, non, moi je voulais revenir sur la période Covid. Ça n'a pas été simple pour les pilotes, pour les team managers. Toi, tu as beaucoup d'activités, j'ai l'impression. Que tu étais pilote ou maintenant team manager, tu continues à avoir beaucoup d'activités. Comment ça s'est passé pour toi cette période par rapport à la relation que tu as conservée et avec les pilotes et avec les partenaires? Alors, déjà, comment ça s'est passé? Donc, ça a été super simple. Le jour où on a été confiné, ça a été un arrêt total de toutes les activités. Donc, plus d'entraînement, plus de courses, plus de stages, plus de coaching. Donc, ça a été un arrêt total. Alors, je pense que comme pour une grande partie de la population, des personnes, ça a été d'abord le fait de se mettre à jour et de faire ce qu'on avait à faire, en tout cas quand on est indépendant. Après, de prendre un peu du temps et de respirer, parce que finalement, on était chez nous avec rien à faire. Alors moi, j'habite à la campagne, donc c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir un petit extérieur et de pouvoir aller marcher sur la route et de pas être confiné en ville dans un appartement. Donc voilà, c'était entre guillemets un confinement de luxe. Et puis après, de bricoler un petit peu ou de cuisiner, de manger, de profiter à la maison. Donc je pense que beaucoup de gens sont passés par ces étapes-là. Après, sur la relation, en fait, la relation avec les pilotes, elle était permanente parce qu'on a mis en place des séances justement d'entraînement physique en visioconférence, ou alors avec des messages où chacun devait faire des chronos, devait faire des séances et on se filmait pour bien valider. Donc, si tu veux, les pilotes, en tout cas, notamment les pilotes pro, ils n'ont pas arrêté. Eux, ils ont fait. Par contre, ils n'ont jamais roulé. Il n'y en a aucun qui a roulé parce que même si c'était très tentant, par rapport un petit peu à l'appréhension et puis à la gravité de la chose, on ne se voyait pas arriver à un hôpital parce qu'on s'était blessé sur une chute à moto. Alors que, voilà, donc par rapport à ça, c'est vrai que, et qui plus est, aussi par la demande de nos partenaires qui voulaient vraiment qu'on soit exemplaire et qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'il n'y ait pas quelque chose qui échappe. Donc, il n'y a pas eu de moto. Par contre, il y a eu beaucoup d'entraînement physique et je pense que c'est pour ça que Maxime et Thomas aussi, mais Thomas, on ne peut pas le voir vu qu'il ne fait pas pour l'instant de course supercross. Mais je pense que c'est pour ça que Maxime est vraiment super prêt parce qu'il a vraiment pas relâché, il a bossé comme un malade. Donc, au-delà du fait que l'activité se soit totalement arrêtée, qu'il n'y ait plus de moto, qu'il n'y ait plus d'entraînement, qu'il n'y ait plus rien eu, parallèlement à ça, c'était une mise à jour voilà, de tout remettre à plat, de finir de préparer ce qu'on avait préparé pour être 100% prêt pour la reprise. Et après, le contact, il était permanent avec tout le monde parce que tout le monde continue à bosser un petit peu de son côté. Et voilà, puis échanger, et puis surtout prendre des nouvelles parce que au-delà de moi du team, les relations que j'ai avec les partenaires, juste à titre indicatif, pour moi, le plus vieux partenaire, c'est Michelin. Et je suis en contrat avec Michelin depuis que j'ai 18 ans. Donc Michelin, c'est un partenaire historique pour moi. Après, Yamaha, ça fait plus de 15 ans que je roule Yamaha. Schott, ça fait plus de 20 ans que je suis Schott. Donc, l'ensemble de mes partenaires, c'est des gens avec qui, vu que ça fait des années et des années et des années qu'on travaille ensemble, il s'est tissé aussi une relation de confiance et puis une relation, entre guillemets, on va dire amicale. Et puis, au-delà de s'appeler pour le boulot, on s'appelle aussi pour prendre des nouvelles. Donc, voilà, les relations ont été un petit peu permanentes, même si elles ont été moindres, mais elles ont été permanentes avec tout le monde. Pour la Parler de saison, Thomas Ramette, juste une qui est chose. prêt. Vas-y, Vas-y, pardon. vas-y, On vas-y. s'engueule pas, attends, Guy, Ah. Thomas Ramette ou Non, mais Nico, tu t'es trompé, maintenant tu n'as plus droit à la parole, hein, c'est bon. Nico, arrête. Allez, je peux plus parler maintenant. C'est bon. Non, juste une dernière chose pour terminer sur ça, sur cette partie. Par rapport à la saison prochaine, est-ce que tu as déjà une visibilité sur les pilotes qui seront présents dans le team ou pas encore par rapport aux signatures qu'il y a eu? Est-ce que c'est des signatures d'un an, de 2 ans? Comment ça se passe pour, Alors, je tout le je monde pense aux pilotes actuels. Ouais, on n'était que sur des contrats d'un an avec tous les pilotes. Aujourd'hui, mon objectif à moi, c'est de continuer avec les mêmes pilotes parce qu'effectivement, ça se passe très 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 bien. Il y a une super relation, une super communication. Tout le monde est très pro. On échange énormément.
on dit ce qu'on a à se dire. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, ça se passe vraiment très 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 bien. Donc l'objectif, c'est de continuer. On a déjà commencé à reparler avec Thomas et avec Maxime. Les deux sont aussi d'accord sur le principe, même si rien n'est finalisé. Donc effectivement, alors il y a aussi une grosse inconnue, c'est que aujourd'hui, tous les contrats, notamment avec les partenaires, les contrats financiers, certains ont été réduits, d'autres pas, d'autres réduits beaucoup, d'autres annulés. Donc voilà, on est quand même sur une année assez inédite. Personne n'a aucune projection. Alors là, oui, la projection qu'on a, c'est qu'on a été pendant 2 mois arrêté, et le travail s'est arrêté, mais derrière, c'est reparti tambour battant. Donc tout le monde a rebossé, mais on ne sait pas vraiment comment va être l'avenir, quelles vont être les restrictions, est-ce qu'on peut faire des épreuves, combien, du monde, pas du monde, des espaces entre les gens, les buvettes. En fait, il y a quand même une grosse inconnue qui concerne l'année prochaine. Alors, même si l'ensemble des partenaires sur une saison normale repartiraient et repartiront, la seule question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme calendrier l'année prochaine, parce que ça, c'est malheureux, mais on n'a pas de projection là-dessus. Surtout que là, ça repart, ça va être la fin des vacances, donc on attend de savoir qu'est-ce qui va se passer, notamment en septembre, et qu'est-ce qui va nous retomber sur le coin du visage. Donc voilà, dans la logique, oui, on continue, oui, avec les mêmes pilotes, c'est la volonté, et c'est réciproque. Maintenant, on n'a pas de projection pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et à quel montant. Justement, Thomas Ramette, ce que je rebondis sur la question de tout à l'heure que j'avais, c'est physiquement, a priori, il était prêt. On voit Cédric Soubeyras qui est lui aussi considéré comme un spécialiste du supercross, qui va basculer à l'enduro, qui s'est mis aussi au championnat de France élite motocross, alors qu'il n'avait pas forcément prévu ça dans son programme. Pourquoi on ne voit pas Thomas Ramette sur des courses comme ça? Alors, il faut savoir déjà que Cédric, il roulait encore en cross il n'y a pas très longtemps. Il a arrêté plus tard le motocross que Thomas, et je pense qu'il a entretenu toujours du roulage motocross, même si Thomas roule aussi en motocross. Hein. Mais on l'a vu notamment l'année dernière à Beach faire 2 fois du top 5. En tout cas, sur les quelques épreuves qui se présentaient, Cédric, il avait toujours un très très bon et gros niveau motocross. Alors peut-être un peu moins qu'avant, parce qu'avant il se battait pour le titre. Maintenant, vu qu'il en fait moins, voilà, il roulait plus vers la 5e place, mais quand il était 5, 1, 2, 3, 4, c'était juste devant. Donc voilà, c'est un choix de sa part. Nous, aujourd'hui, en fait, par rapport à Thomas, donc Thomas a quand même fait le championnat d'Angleterre, il fait vice-champion avant le confinement. Derrière, donc, il s'est remis à rouler plus en cross, et c'était effectivement prévu qu'il fasse des épreuves d'élite. Mais ce qu'on voulait surtout pas, notamment par rapport à lui, à ses performances, à son image, à ce qu'il a fait, venir à l'élite pour faire 10e, je parle donc pour un pilote comme Thomas Ramette, il n'y a aucun intérêt, parce que c'est quelqu'un qui roule devant, qui se bat pour des podiums ou des premières places en championnat d'Angleterre de Supercross, ou en championnat de France Supercross. Venir pour faire 10 à l'élite, ça aurait d'ailleurs été plus... ça dégraderait son image, tu veux dire? Dégradant qu'autre chose. Maintenant, notamment avec la première épreuve à Mageste, où je dis respect total à Cédric Soubeyras, parce que il a fait Mageste, il a quand même souffert, mais il est allé au bout. Aujourd'hui, il est 5 de l'élite, il a bien récupéré les manches et les points, notamment sur Castelnau. Mais voilà, par rapport. Et puis, qui plus est, Thomas dans le sable, ça le faisait pas du tout. On a bossé un peu dedans, il n'était pas du tout prêt, il manquait carrément de roulage dans le sable, donc il n'aurait pas pu faire l'élite en entier. Après, par rapport aux 2 autres épreuves, c'est un gros sujet et on est encore en pourparlers, notamment pour la finale à Roville. En fait, dans la stratégie et dans la volonté du team, s'il le fait, nous, on a fixé des objectifs, on lui a fixé des objectifs à lui et au préparateur physique. Et s'il le fait, c'est pour faire une grosse perf. Alors, je ne dis pas pour aller gagner, hein, mais voilà, c'est pour rouler dans les 5-6, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est le niveau qu'il a s'il roule en motocross. Donc voilà, mais s'il n'est pas sûr ou s'il n'est pas prêt, y aller pour faire 10, même si ça reste, attention, très respectable et des très belles manches, pour un pilote comme lui, ça n'a pas de sens et ça ne serait pas intéressant. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas, parce que de toute façon, Mageste dans le sable, c'était pas possible, il n'avait pas du tout le niveau, il n'était pas prêt. Avec le risque de blessure dans le sable sur la saison Supercross qui devait s'annoncer et qui pour l'instant ne s'annonce pas vraiment. Et les 2 épreuves de terre, donc Castelnau, c'était encore trop juste. Et il reste Roville. Donc peut-être la surprise à Roville. Si on met la période Covid, on oublie qu'il y a eu le Covid, tout ça, on est sur, on a 10 saisons devant nous comme à la belle époque et tout ça. Ouais. Est-ce que toi, tu es assez serein en tant que team manager, malgré le fait qu'on ait vu des teams comme JPM plier boutique l'année dernière, donc là c'était même avant le confinement,
On a eu récemment, et d'ailleurs je suis très étonné qu'on n'en ait pas beaucoup parlé dans les médias, le team Kawasaki SN qui avait Charlier potentiellement champion de France, tu vois. Il allait se battre pour titre de champion de France motocross, voire même supercross. Voilà, ça a plié boutique aussi, on n'en entend pas trop parler. Est-ce que toi, c'est des choses qui te font peur? Ou avec peut-être quand même la façon que tu as de manager, justement, tu te dis que il faudrait vraiment qu'il y ait 10 confinements qui t'arrivent dessus pour que tu plies, quoi. Non, alors il n'y a pas besoin d'avoir 10 confinements, un seul suffira, hein. Mais non, mais après, tu sais, je veux dire, gérer un team, c'est comme de gérer une entreprise, de gérer un business. Il faut tant d'argent pour fonctionner, donc pour payer le matériel, les déplacements, les pilotes, les mécanos, tous les frais qui sont en rapport, les préparations, les pièces racing, le développement, tous les entraînements hivernaux, etc., etc. Donc il faut tant de budget pour fonctionner. Et en parallèle, tu dépenses, tu as besoin de temps de rentrée. Donc la balance, elle est très vite faite. Si tu es rentré, notamment avec les partenaires, tu as le budget pour faire ta saison, c'est nickel. Si tu l'as pas, c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec SN notamment. Et puis à un moment donné, moi aujourd'hui en tout cas, ça fonctionne. J'ai le budget pour faire ma saison et c'est pour ça que je m'engage. Quand je m'engage sur une saison, en règle générale, alors à moins qu'un partenaire me plante, ce qui pourrait arriver, hein, je veux dire, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais quand je m'engage sur une saison, c'est parce que je sais que j'ai le budget, je sais que je peux faire la saison. Donc jusque-là, c'était le cas. Maintenant, l'année prochaine, encore une fois, suivant ce qui va se passer, suivant ce que les partenaires vont décider, c'est encore un poil tôt parce qu'on n'a pas de projection sur les championnats 2021 et sur toutes les règles qui vont être en place. Mais oui, aujourd'hui, je dirais, j'ai pas le poids d'un JPM parce que JPM, il avait aussi derrière, c'était un gros entrepreneur en région parisienne. Il avait des moyens pour mettre aussi dans le team. Et voilà, on va dire, il pouvait gérer comme ça. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas un gros entrepreneur. Hein, je suis quelqu'un qui est dans le milieu de la moto, qui organise des stages de pilotage, qui fait du coaching. Le team, c'est pas une source de revenus, je dirais, principale. Et c'est beaucoup de travail. Donc voilà, donc, tant que les saisons elles se déroulent hors Covid, oui, le team il peut continuer. Maintenant, à partir du moment où tous les partenaires continueront à financer et que ça plaise et qu'il y ait des pilotes qui puissent gagner, etc. etc. Si on revient un peu sur le pilotage, enfin la partie moto élite, que penses-tu toi du niveau qu'il y a actuellement à l'élite? Tu as eu l'occasion de voir les MX2, les MX1, tu es là depuis un moment dans le milieu moto. Que penses-tu de ce niveau actuel? Ouais, écoute, on a un très très beau championnat élite. Hein. En tout cas, on a des très très bons pilotes. Bien évidemment que quand tu as un Van Orbeck qui vient ou un Evans, ils font du mal parce que ils ont un niveau Grand Prix. Alors, c'était, je dirais, d'autant plus dur dans le sable parce qu'en plus, Van Orbeck était vraiment un gros spécialiste du sable. Donc, les écarts avec les autres pilotes étaient obligatoirement très importants. Après, juste pour resituer, tu sais, notamment avant l'élite de Castelnau, on a fait une épreuve en Suisse, la Charity Race à Bullet, où il y avait Arnaud Tonus, il y avait Benoît Paturel, il y avait Evgeny Boubrychev, etc. etc. Juste pour savoir, parce que les gens ne sont pas forcément au courant, Maxime a gagné une manche devant tous ses pilotes. Donc le niveau français, il est très très bon. Après, obligatoirement et toujours, les pilotes GP, logiquement, notamment ceux qui sont aux avant-postes, rouleront toujours plus vite que ceux qui roulent uniquement en élite. Hein. Ils font 2 fois plus de courses et ils roulent 2 fois plus. Ils s'entraînent aussi sûrement 2 fois plus en conséquence. Et notamment sur les GP, le rythme est 2 fois plus important. Donc, qu'il y ait un écart, c'est normal. Maintenant, on a un super niveau, on a des super niveaux généraux. En 85, moi je regarde rouler 85, c'est pas mal du tout. Après, on a des années plus ou moins fortes. En junior, là, il y a toute une pépinière de jeunes pilotes. Ils sont 3, 4, 5. Ça envoie vraiment du très très lourd. On prend l'exemple de Thibaut Bénistan. Il y a si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans, il est champion de France junior. Et là, il fait vice-champion d'Europe ou champion d'Europe 125. Là, il enquille les victoires en Europe. Donc, le niveau français, les pilotes français sont bons. Maintenant, et encore une fois, je trouve ça super bien. Et même Stéphane Rubini qui insiste et qui perdure en MX2, il est jeune. Mathis Boiramé. Donc voilà, on a quand même à chaque fois de la relève, des pilotes français qui sont présents, qui s'engagent parce que c'est des gros frais d'aller faire de l'Europe, d'aller traverser. C'est comme par hasard, les épreuves d'Europe 125 de demi, elles sont pas proches de chez nous, mais elles sont au bout du monde. Et à chaque fois, on a des pilotes qui arrivent à assurer et qui arrivent à percer. Donc, ça s'est toujours passé comme ça depuis des années. J'espère que ça se passera toujours comme ça. En tout cas, là, il y a une relève qui est très bonne.
Et puis niveau MX2, c'est pareil. Niveau MX2, il y a un très beau niveau MX2. C'est pareil, quand il y a les pilotes de l'Europe qui sont là, obligatoirement, c'est plus relevé et ça roule plus. Mais c'est pas pour ça que les autres ils déméritent. Bon, Fabien Isoire, justement, à MX2, gazé comme il l'a fait à Castelnau, ça t'a surpris? Alors ça m'a surpris, oui, parce que la redescente en 2,5, elle est toujours très délicate. En plus, en 2,5, voilà, c'est un pilotage, c'est quand même un peu plus agressif. Castelnau, la piste était quand même très difficile. J'ai vraiment été surpris de voir comment les pilotes ont tous vraiment accusé le coup parce qu'on a senti que les manches étaient longues et il y a eu quand même des écarts et des gros écarts au fur et à mesure des manches suivant les pilotes. Après, ça me fait super plaisir parce que je pense que tous ces anciens pilotes qui aujourd'hui sont vers 26, 30 ans, alors je ne veux pas dire que c'est des pilotes de ma génération parce qu'ils en sont loin, mais je pense qu'il y a eu toute cette accumulation du roulage, du travail qui fait qu'aujourd'hui ils sont sur une inertie qui fait que ça fonctionne. Et cette inertie, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément parce qu'ils font peut-être moins de manches, ils sont moins sur un feeling de roulage, ils touchent pas forcément à tout. Supercross, nous à l'époque, on se posait pas la question de savoir si Supercross c'était dangereux, pas dangereux, on en faisait pas. Supercross, ça faisait partie du programme, tu faisais du Supercross, tu faisais du motocross. Voilà, aujourd'hui, les gens, notamment les jeunes, Supercross c'est dangereux, c'est pas plus dangereux qu'avant. Supercross, c'est dangereux, oui, si on fait des erreurs. Motocross, c'est dangereux, oui, si on fait des erreurs. Maintenant, moi, je suis quand même ravi de voir qu'un mec comme Musquin, heureusement qu'il a fait du Supercross, parce que sinon, il serait pas aux US, on n'aurait pas un pilote français aux US qui en catégorie MX1, qui roule aussi bien devant en Supercross qu'en autocross. Je prends l'exemple de Dylan Ferrandis, heureusement qu'il a fait aussi du Supercross quand il était en France, parce qu'aujourd'hui il est aux US, et il gagne aussi bien en SX2 aux US qu'en MX2 aux US. Donc après, libre à chacun de se dire on fait pas. Mais Supercross, en plus, on a des belles épreuves. Alors, le championnat, il est ce qu'il est. Les salles, elles sont ce qu'elles sont. Mais il n'empêche qu'il y a un championnat et que ça fait partie intégrante, en tout cas, de l'évolution d'un pilote pour progresser, pour évoluer. Et encore une fois, des pays Supercross, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup en France, mais quand on veut, on peut en trouver. Et même s'il faire des kilomètres. Et aussi, surprenamment, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pilotes qui ont des pistes privées. Alors, on peut pas, n'importe qui peut pas aller sur une piste privée d'un pilote, mais bon, en tout cas, j'ai envie de dire, quand on veut, on peut. Après, il y a une autre problématique, c'est que aujourd'hui, se déplacer, ça coûte cher. Donc, financièrement, le plein de gasoil, il fait quand même mal, l'autoroute, elle fait mal. Et puis, quand tu accumules week-end sur week-end, plus le matos, plus les préparations, il y a aussi cette problématique de l'argent qui fait que l'euro fait qu'on gagne peut-être plus d'euros, mais on en dépense beaucoup plus aussi. Et justement, par rapport à cette problématique des déplacements, si toi, tu as l'opportunité de hisser le team GSM jusqu'au mondial, notamment avec des prêts par exemple, et comme on l'a vu avec certains pilotes, par exemple Cédric Soubeyras qui part aux États-Unis, ça peut être fait aussi avec Thomas Ramette. Est-ce que tu saisirais cette occasion-là ou au contraire, est-ce que tu veux te centrer sur la France par rapport à tes partenaires peut-être ou autres? Alors, faut jamais dire jamais. Donc, dans un premier temps, je t'aurais dit non. Non, parce que des longs déplacements, des grands prix, j'en ai fait. Ça prend beaucoup de temps, aussi de l'énergie, le temps professionnel comme le temps personnel. Et aujourd'hui, aller sur de l'Europe ou du Grand Prix, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pas l'énergie nécessaire et j'ai pas la motivation. On va dire, on parlait de Maxime. Donc Maxime, c'est pareil, aujourd'hui, il a fait pendant de nombreuses années des GP. Refaire quelques GP comme ça au sein de la structure, pourquoi pas, à voir, mais faire des saisons complètes, non. Donc moi, en tout cas, sur le team GSM, on est vraiment axé sur des championnats français, de l'élite, du supercross, en parallèle des juniors, s'il y a des juniors, éventuellement des espoirs 85, pourquoi pas. Mais on est axé là-dessus. Le point positif, c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire jamais. Xavier a aussi intégré la structure, justement parce que lui, c'est quelque chose de prendre des jeunes, de les emmener au niveau, c'est quelque chose pour lequel il a envie de s'engager, il a envie de s'investir. Et justement, lui serait à même de faire cela. Donc, sur les pilotes aujourd'hui qui bossent avec nous, qui veulent bosser avec nous, parce que là, on recrute notamment des pilotes 125. Alors, sur le fait qu'on recrute des pilotes 125, on ne prend pas forcément les meilleurs pilotes du moment. L'objectif, c'est de prendre des pilotes déjà qui sont demandeurs. Alors, ça coûte de l'argent, parce qu'à un moment donné, quand on est jeune, les partenaires donnent à des pilotes de notoriété ou à des pilotes qui gagnent.
quand on n'a pas encore fait ses preuves, malheureusement, le matériel, on l'achète. Hein, donc, on peut trouver des petits arrangements par-ci, par-là. Mais voilà, donc ça coûte. Mais en tout cas, nous, l'objectif, c'est de prendre des pilotes qu'on va former pour les amener à un bien meilleur niveau. En tout cas, de les faire progresser. Mais concernant Xavier, donc l'objectif, effectivement, ça serait d'avoir des jeunes pilotes qu'on peut former, qui peuvent progresser et sortir du cadre national pour aller sur de l'Europe, voire des GP. Donc, c'est pas impossible que dans les années à venir, on voit une petite structure annexe à Team GSM qui soit sur de l'Europe ou qui soit sur les GP. Mais là, on va dire, à l'instant T, c'est pas. En tout cas, pour moi, c'est pas un objectif. C'est pas d'actualité encore. Non. On a parlé beaucoup de trouver des partenaires qui peuvent financer tout ça, parce que ça coûte un saladier d'aller traverser le monde. Moi, je suis hyper ouvert. Hein. J'imagine, ouais. On a parlé de championnat de France Elite, on a parlé de championnat de France de Supercross, de Mondial, d'Europe. Par contre, on n'a pas trop parlé de sable, Serge. Oui, c'est fait exprès. T'as pas de sable? Non, les Yamaha, c'est des bonnes motos dans le sable. Ça tombe bien parce que non seulement c'est des bonnes motos, et ils ont une structure avec des pilotes qui gagnent. Donc effectivement, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important. Il faut pas trop se diversifier et il faut surtout laisser aux spécialistes ce qu'ils savent faire et pas aller de partout. Alors, pour revenir, on a parlé brièvement de Cédric Soubeyras avec le programme. Hervé Broyer, qui est un copain, est énormément aujourd'hui dans cette stratégie de faire des choses un petit peu extraordinaires et incroyables. Donc, pas forcément des programmes logiques, mais comme il s'est engagé avec Julien Tognotti sur le Dakar, avec Cédric Soubeyras, d'aller aux États-Unis, de plus forcément faire notamment l'élite en entier. Donc voilà, il est sur des programmes, on va dire, un peu plus non communs. Et pour les autres, et ben après, je pense qu'on est, enfin moi en tout cas sur la stratégie que j'ai, je peux pas me diversifier l'élite, le supercross, ça fait quand même déjà beaucoup de choses. Le sable, alors déjà j'ai pas de connaissances dans le sable. Alors moi j'aimais pas le sable et je suis pas bon dans le sable. Y aller, quand tu sais pas faire et quand t'as pas envie, c'est quand même dur de développer de l'énergie. Remonter encore en parallèle, remettre en place des personnes, etc., des moyens. Yamaha, ils ont leur équipe, ils ont des pilotes officiels, ils gagnent en plus, donc faire plus. Et puis moi personnellement, j'ai pas l'envie de le faire. Donc normalement, il faut jamais dire jamais, mais ça normalement, je suis presque sûr. Si un jour tu arrives à me voir dans le sable, c'est soit que j'aurais encore vraiment vieilli et que j'aurais changé d'avis. Mais là, non, aujourd'hui, c'est pas. J'ai autant de supercross, j'ai de l'excitation pour ça, j'ai de l'envie de former des jeunes. Je maîtrise, je connais, je suis passé par là. Le sable, ça m'attire pas. Comment tu expliques un tel engouement de la part de beaucoup de pilotes, que ce soit amateurs ou professionnels, pourquoi ils vont plus vers le sable que le supercross? C'est l'impression qu'on a de l'extérieur. Je pense que le supercross, c'est un petit peu cette image de sport dangereux. Le sable, moins, malgré le fait que le sable, quand tu mets un bon râteau, le sable c'est un peu plus mou, mais il y a moyen de se faire mal aussi. Mais je pense que le sable, ça donne aussi cette impression de moins de danger. Après, toutes ces épreuves, le Touquet, ces épreuves un petit peu, c'est classique, ces épreuves de masse, ça attire du monde. Je veux dire, le challenge, moi je côtoie des pilotes de ma région qui ont un tout petit niveau, ils veulent faire le Touquet. J'en connais un aussi de ma région, il est à côté de toi, sur l'écran. Vous en parliez tout à l'heure, on en parle d'ailleurs. Non, mais dans le sable, il a un tout petit niveau lui aussi. Regarde Nico, je vais lui faire peur. Aujourd'hui, pour aller faire le Touquet, il faut être fou, il faut être malade. Aujourd'hui, si tu n'es pas préparé, c'est une tuerie. Là, j'essaie de faire. Non, mais le problème, c'est que à Toulouse, normalement, on n'est pas censé mettre les roues dans le sable. Ouais, le problème, c'est que je le sais. Non, mais voilà, le sable, c'est très très difficile. Alors, encore une fois, tout dépend. Quel objectif on se fixe et pourquoi on y va. Si on y va de dire allez, je fais l'épreuve, je participe, c'est très respectueux, c'est très bien. Moi aujourd'hui, je ne suis pas dans cette logique d'y aller pour découvrir. Si j'y vais, c'est pour faire quelque chose, c'est d'être prêt et alors rouler pour la gagne, c'est prétentieux et ça ne sera pas forcément capable parce que c'est comme pour le supercross, c'est comme pour le motocross. Il faut les pilotes pour aussi, il faut le matériel, mais il faut les pilotes pour. Mais voilà, c'est y aller pour faire des choses qui sont déjà très intéressantes par rapport à la notoriété, à la structure. Donc voilà, mais ouais, le sable, c'est dur. Hein. Le sable, c'est vraiment dur. Exactement. Bon, c'est bon, du coup, on va revoir. Le supercross, c'est dur, mais moi, le supercross, je connais.
Et je sais qu'en s'entraînant, on y arrive. Mais le sable, c'est pareil. Et le sable, en s'entraînant, on y arrive aussi. C'est 3 heures, ça c'est spécialement pour Ça le problème. Blaise. 3 heures, même 2 heures. Il mange de Non, la mais six. en fait, C'est 10 minutes, il mange de la six. pour t'expliquer, Serge, c'est parti d'un pari. Ne crois pas que j'aime le sable ou quoi que ce soit. C'est juste parti Par d'un contre, pari. j'espère que le pari, il y a quand même une clause où il faut qu'il aille au bout. Hein. C'est trop facile de dire je le Ah fais. oui, non, Bah, ouais, de toute voilà. façon, il faut qu'il fasse au moins un tour et casse mécanique. Un tour de quoi? Mais c'est pas un pari, un tour. Un tour, même mon grand-père, il le fait un tour. Non, pardon, c'était quoi qu'on avait dit? 1 heure? Non, je sais plus ce qu'on avait dit. Non, non, Mais il mais faut l'écrire ça. Ouais, au dans moins tous une les cas, heure. dans tous les cas, il faut le finir. Mais dans tous les cas, si un pilote comme moi, comme tu l'as dit, Serge, si tu veux te faire plaisir sur une épreuve, il faut se préparer à cette épreuve. Je ne peux pas y aller sans Ouais. entraînement. Même il y a eu un niveau pas hyper élevé, il faut quand même se préparer et faire au moins 2-3 mois d'entraînement dans le sable. Donc pour Ouais. tes pilotes, c'est la même chose. À n'importe quel niveau, Ouais, en fait, je j'espère pense qu'il qu'avec faut se CBO, préparer. t'auras tout le matos, les pièces et machin, parce que tu vas croquer. Hein. Normalement, ça T'as devrait le intérêt à bien faire. faire les filtres hein, sur la moto. Il Hein. faut avoir 2-3 motos là. Ça, c'est sûr. Et vous avez regardé le Touquet l'année dernière? Ouais, un petit peu, Ouais, ouais. un peu, ouais. Un peu. T'as vu Pas dans quel état il est extraordinaire. arrivé, Jérémy Van Orbeck? Ah, il était fatigué un peu. Ah, c'est juste Ah, il pour avait te pas la faire caisse. plaisir. Il s'était pas Et quand préparé il est pour arrivé ça. après Il s'est pas 3 heures, préparé, 10 c'est ça le minutes problème. Ah, ouais, on va voir, on va voir, ça va être compliqué. On va voir. Serge, t'es du genre à dire, toi, c'était mieux avant ou pas? Alors, Toi, tout à l'heure, tu disais, nous, on se posait pas la question. Je pense pas que tu sois du genre à dire ça parce que tu as dit plein de choses intéressantes sur la jeunesse, tu sais, sur le ouais. junior, tous les jeunes qu'on a. Mais tu as aussi dit, avant, on se posait pas la question de faire motocross, supercross, on y allait. Est-ce qu'il y a eu un changement de mentalité aussi chez les pilotes qui te déplaît un peu? Alors, je ne veux pas dire qu'il y a un changement de mentalité, notamment pas que chez les pilotes qui me déplaît, mais je pense qu'on, quand on a vécu des choses, on se dit toujours que c'était mieux avant. Je pense. Hein. Aujourd'hui, c'est très très bien. Les jeunes sont différents. Il y a le téléphone portable, il y a les réseaux sociaux. La vie, elle a évolué. La vie, elle a évolué. Et je veux pas dire que c'est moins bien. C'est différent. C'est différent. C'est mieux pour plein de choses. Les motos ont sacrément évolué. Les pistes aussi, les structures. Encore une fois, bon, un paddock de GP c'est magnifique, mais un paddock d'élite c'est très très beau. Aujourd'hui, moi quand je suis dans un paddock d'élite, il y a des beaux pilotes, il y a des belles motos, il y a des belles structures, les épreuves sont bien organisées, les pilotes sont rassemblés différents championnats. Donc la vie a évolué, le monde a évolué avec des choses positives et des choses négatives. Euh, C'était mieux avant, c'était différent avant. Sûrement mieux pour certains aspects, moins bien pour d'autres. Aujourd'hui, bah, ouais, c'est différent, mais il y a plein de bonnes choses et il y a d'autres choses qui sont moins bien. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que maintenant on n'est pas plutôt dans un monde de spécialistes? C'est-à-dire que, tu l'as dit tout à l'heure, il y avait avant un gars qui faisait une finale de supercross pouvait faire du freestyle, quelqu'un qui faisait du supercross pouvait faire du sable. Maintenant, on va avoir des spécialistes supercross, des spécialistes motocross, freestyle, sable. Est-ce que ça, c'était pas mieux avant, cet aspect polyvalence? Bah, je pense qu'il y avait peut-être moins d'épreuves aussi avant. Aujourd'hui, chaque domaine s'est professionnalisé. Les championnats sont bien plus longs. Donc, qu'est-ce qui a fait en fait que les pilotes ils sont plus diversifiés? C'est notamment les calendriers d'élite à rallonge, les calendriers de GP à rallonge, qui faisaient que la saison elle attaquait au mois de février-mars et qu'elle arrêtait fin septembre, et que derrière c'était compliqué d'enchaîner avec 17 épreuves alors qu'avant il y en avait moins, et d'enchaîner avec une saison de supercross. Donc, et puis qui plus est, les pilotes par rapport au contrat, avec des contrats très intéressants. Où ils n'avaient pas forcément besoin de faire du supercross notamment, et puis le risque de la blessure. Donc je pense que tout s'est professionnalisé, les championnats se sont séparés. Je prends l'exemple d'un Cédric Soubeyras ou d'un Thomas Ramette. Aujourd'hui, ils peuvent faire de l'Angleterre en supercross en début d'année. Alors il y a quelques mois de battement. Derrière, ils enchaînent avec des supercross, championnat de France l'été, plus SX Estivo et championnat de France supercross indoor. En parallèle de ça, il y a quelques épreuves d'Allemagne. Pour peu qu'ils aillent aux US, aujourd'hui, un mec qui veut se spécialiser en supercross, il peut faire une saison complète de supercross, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où c'était plus compliqué. Parallèlement à ça, le freestyle, quand tu vois les événements aujourd'hui, avec que ce soit le Night of Jumps ou les X Games, les Red Bull X Fighters, et toutes les démos et manifestations du freestyle aujourd'hui, tu as des calendriers complets qui vont du début jusqu'à la fin de l'année.
Donc pareil. Et puis le motocross, le mec il fait sa préparation hivernale. Alors moi je parle uniquement, alors les GP, bon, on est sur l'année, mais je parle d'un pilote élite ou un pilote junior. Il fait sa préparation hivernale, il fait son championnat qui certes s'arrête tôt, s'arrête en juin, mais justement derrière c'est pour pouvoir faire du supercross. Donc voilà, je trouve que, ou du sable d'ailleurs, je trouve que les saisons elles sont plutôt pas trop mal découpées et que ouais, il y a moins de diversité au niveau des pilotes, mais on a des très très bons pilotes. On a Tom Pages qui est au top en freestyle. On a des Romain Fèvre ou d'autres pilotes, très très bons pilotes français, qui sont très très bien sur le mondial. Après dans le sable, voilà, je pense qu'on a à chaque fois nos spécialistes qui font qu'ils sont bien. Alors peut-être qu'on y perd, mais je pense que ça serait compliqué aujourd'hui de tout mener de front. Cependant, quand on est sur un niveau français, hein, de faire du motocross et du supercross, je pense que c'est tout à fait possible parce que les calendriers sont aménagés pour ça. Et au-delà du fait que ça soit possible, je trouve que c'est même indispensable. D'accord. Et au niveau du format, tu sais, le format européen, mondial, tu trouves ça bien? Tu trouves que c'est une bonne école de commencer par l'Europe 125, passer à l'EMX2 ou à l'EMX 250, ça s'appelle maintenant, ensuite passer à MX2, MX1. Tu trouves ça? Ouais, alors pareil, je pense que c'est aussi indispensable parce que pour obtenir à un moment donné peut-être un guidon en GP dans un team, l'école, et là on s'est remarqué, ce sont justement ces championnats d'Europe. Donc aujourd'hui, un pilote va se faire déjà repérer peut-être en 65 et 85, mais déjà 85, mais surtout à partir de 125. Donc à partir de 125, c'est vraiment là que les teams gardent un œil, les teams et d'ailleurs les constructeurs, hein, les marques, gardent un œil sur les pilotes qui roulent aux avant-postes de ces championnats. D'abord le 125 et après le 2,5, donc en Europe, pour après les recruter et les emmener sur le mondial. Donc c'est ce qui est notamment le cas, ce qui s'est passé avec Stéphane Rubini, c'est ce qui se passe avec Mathieu Ramé, c'est ce qui logiquement va se passer avec Thibaut Bénistan. Donc voilà, en plus aujourd'hui, il y a les autres pilotes, notamment les juniors qui font le 125, qui sont principalement dans des pilotes, dans des structures françaises. Mais il y a du Guyon, il y a il y a plein de jeunes en tout cas qui sont sur cette école-là pour prétendre derrière à faire des choses sur l'Europe et sur les GP. Donc oui, c'est super bien. Encore une fois, il faut que ça soit adapté au niveau des pilotes. D'accord. Bon, c'est pas l'heure de la question du jour, ça fait 1 heure de live, Serge. C'est vrai qu'on voit tes paroles, on voit pas le temps passer. Ouais, une heure pile là. Je me rappelle encore quand on a parlé de la moto de Blaise et de son truc sable, et puis après quand tu m'as parlé d'un pilote Dakar, j'ai l'impression qu'on a parlé de ça il y a 5 minutes. Tu vas te rappeler que de ça en plus. C'est ça le problème. Non. C'est ça le souci. Attends, on n'a pas trop parlé d'enduro parce que moi je me suis mis à l'enduro depuis peu. Du coup, le pari c'est qu'en fait je vais faire l'Al-Extrême, qui est une course vraiment de merde. Quand tu viens du cross, c'est pas du tout fait c'est plus fait pour les trialistes que pour les crossmen en théorie. Donc voilà, moi je vais faire ça et lui en échange il fait le Touquet. D'accord. Donc, pas mal. Bravo. On va s'amuser, on va passer 2 jours très agréables. Vous allez filmer un peu, faire des comptes rendus, on va voir ça en vidéo ou pas? Ouais, on va attaquer la préparation. En fait, on dit septembre, mais septembre c'est la semaine prochaine, donc on va. Surtout, t'attaques la préparation en septembre, mais là l'extrême, c'est quoi? C'est pas septembre? Non, c'est janvier. Mais il faut au moins ça. Ouais. Du coup, on fera beaucoup de vidéos pour la préparation, si on se prépare à temps. Bon, Serge, il reste quand même une question, parce que tu vas repartir comme ça. Parce qu'il y a la question du jour, elle est présentée par CBO Group, que tu connais très bien, puisque tu as des autocollants sur ton garde-boue avant de toutes les machines. Et 8 Racing, qui produit aussi ces autocollants. Ça, peut-être tu le savais pas, mais il faut un beau kit déco pour gagner. Je le sais. Je suis pas avec le même fabricant d'adhésifs, mais de kit déco moto, mais bien sûr, je le sais. Bon. Alors, du coup, la question du jour, elle n'a rien à voir avec les kits déco avec CBO, mais c'est la question du jour. Que faut-il faire pour franchir le palier de top 3 en championnat de ligue à top 3 en championnat de France Elite? Ou du moins top 10, parce que top 3 c'est quand même peut-être un petit peu généreux. Top 3 de l'élite, maintenant c'est limite du top 10 mondial. Donc, toi qui côtoies beaucoup de pilotes de ligue, des ligards comme nous, et là, tu veux que je te donne la réponse. Voilà, moi je veux savoir. L'année prochaine, comment ça faire, moi, pour. Il vise un top 3, Nico, l'année prochaine, donc c'est pour ça. Il vise la polyvalence. Alors, pour franchir ce palier. C'est pas si énorme que ça. Quand tu vois maintenant les tops de la ligue, s'entraînent quand même. Et c'est des gars qu'on retrouve régulièrement dans le top 15, top 10 de l'élite. Mais souvent, toi, qu'est-ce que tu décèles comme défaut ou quel palier il faut qu'ils franchissent?
Alors après, c'est une question de temps et d'investissement. Tout simplement, c'est qu'à un moment donné, pour qu'il se passe des choses, à un moment donné, il y a un tennisman, pour être bon en tennis et faire des bons coups droits, il faut qu'il fasse du tennis et qu'il fasse des coups droits. Un golfeur, pour qu'il emmène la balle au putt, il faut qu'il sache et qu'il pratique. La moto, c'est pareil, à un moment donné, alors c'est très bien de faire du complément, de faire de la condition physique à côté, du gainage, etc., mais à un moment donné, il n'y a rien qui remplace la moto. Donc, et la moto, encore une fois, aujourd'hui, les méthodes d'entraînement, elles ont énormément évolué. Donc, comme on s'entraînait à l'époque où on roulait, plus ou moins on faisait des manches, aujourd'hui, les techniques d'entraînement, elles ont fortement évolué avec du travail à thème, des manches spécifiques, du travail en pyramide, des séances plus ou moins longues, tu peux faire de l'intensité aussi en roulant. Donc, aujourd'hui, donc déjà, il faut bien rouler, il faut rouler et bien rouler, il faut structurer ses entraînements. Les défauts, ben, à un moment donné, je pense que de se rendre compte des défauts qu'on a, on peut le savoir, mais si on ne sait pas corriger, ben, il faut se rapprocher de personnes qui peuvent te conseiller, bien te conseiller et voir t'entraîner. Donc c'est pour ça que je parlais que c'est du temps et de l'argent. Et puis après, ben, voilà, c'est multiplier les entraînements, c'est fixer des objectifs et c'est d'évoluer comme ça. Mais encore une fois, ça ne fonctionne pas sur du court terme. C'est-à-dire que des fois, on se dit, allez, je m'entraîne dur. Pendant 15 jours, 3 semaines, on fait des footings, puis après on en a marre, et puis on relâche un peu, puis on recommence à manger du chocolat, on boit des sodas, et puis on court un peu moins. Le travail, il paye sur le long terme. Donc il faut se fixer une ligne de conduite avec des objectifs. Effectivement, rouler plus, mais rouler juste, parce que rouler plus pour rouler, ça ne sert à rien. Et puis être conseillé, varier les pistes, pas tout le temps rouler au même endroit, parce que ça aide pas forcément. Après, on roule à l'habitude et on n'a plus l'instinct, on est plus dans voilà, le travail d'adaptation. Et puis voilà, après, ouais, de top 3 Ligue à top 3 Championnat de France. Après, si c'est du national, il y a beaucoup de pilotes qui sont 1, 2, 3 en Ligue, qui roulent plus ou moins devant en national. Donc, c'est quelque chose qui est possible, mais voilà, c'est du travail, du temps, de l'énergie, de l'engagement, un peu d'argent quand même, de faire évoluer son matériel, des bonnes préparations de suspension, moteur adapté. Pas la peine non plus d'y mettre des 100 et des 1000, mais déjà les suspensions. Et puis, je pense que vraiment, 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 hein, et là, j'espère que vous êtes tous les deux bien assis, parce que ça va vous servir pour. Et là, j'aime bien quand vous avez vos yeux qui commencent à s'ouvrir, et ça va vous servir pour les deux événements que vous avez. Je crois que le plus important, c'est d'acheter une moto chez Célio. Et là, quand tu fais ça déjà, bam, tu passes un beau cap. Ça, c'est bon, facile alors. Donc, du coup, j'avais moi une dernière question. Après la question du jour, quel est le défaut que tu retrouves le plus souvent chez tes pilotes quand tu fais des stages de pilotage? Alors, on va dire peu importe le niveau, est-ce qu'il y a un défaut que tu retrouves assez régulièrement? Alors, ça dépend des catégories de pilotes ou des âges ou des années de pratique. Je vais être obligé de t'en citer 2 ou 3 parce que Allez, c'est on part sur 2 ou 3. choses qui d'ailleurs vont servir à tout le monde et qui vont être importantes pour évoluer. Il y a beaucoup de pilotes, qui finissent leur freinage assis. D'accord? Tu attaques ton freinage, alors il y en a qui s'asseyent très tôt, mais qui finissent leur freinage assis, un petit peu à l'image des top pilotes qu'on voit. Alors un top pilote, il le fait avec pas mal de travail technique et c'est assez juste. Donc ça, c'est un défaut. Encore une fois, il faut adapter le pilotage à son niveau. Et ce que fait un très très bon, quelqu'un qui est moins bon ne peut pas forcément le faire, en tout cas pas tout de suite. Donc ça, c'est un des défauts. Le deuxième défaut, c'est notamment dans les virages, tu sais, c'est de ne pas être coulé. Alors pas être coulé, ça ne veut pas dire qu'il faut rouler pépère et pas accélérer. Mais tu sais vraiment partir du début de l'accélération au filet de gaz et de monter progressivement, plus ou moins rapidement, suivant la vitesse à laquelle tu veux aller, mais tu sais, de partir d'un filet de gaz et partir. Les pilotes, ils rentrent un peu, ils remettent, ils rentrent un peu. Mais à chaque petit, entre guillemets, mouvement de poignée de gaz que tu fais, ça te fausse la trajectoire, ça perturbe ta ligne, et du coup, c'est à la fois moins fluide et moins juste dans ce que tu fais. Et puis après, le dernier truc vraiment pour vraiment pousser, c'est le fait d'accélérer notamment plus tôt dans le virage ou en sortie de virage. Il y a des pilotes qui, des fois, alors là, on est plus sur la performance, mais qui attendent un poil pour vraiment pousser les gaz. Voilà, ça, c'est vraiment les 3 choses que j'aimerais te dire.
Alors après, si, il y a les sauts. Les sauts, là, on pourrait parler très longtemps parce que le saut, c'est le truc un peu compliqué. Et entre le serrage de la moto, le fait d'arriver en ligne, le fait d'accélérer jusqu'au sommet, de gainer, de réceptionner. Donc le saut, on pourrait en parler longtemps. Ouais. Mais voilà, les trois premières petites choses, ça serait ça. Ouais, on a beaucoup de Je, questions par rapport à ça. Et de toute façon, tu peux le dire, Serge, toi qui connais, dans tous les cas, la vitesse, on la gagne dans les virages et très peu dans les sauts. Ben Sur un non, je suis pas motocross. d'accord. Un motocross. Ouais, je suis pas d'accord, Blaise. Ouais. J'aime bien te contredire. Vas-y, mais contredis-moi. Mais alors, Alors, non, alors, effectivement, quand on voit le nombre de virages qu'il y a sur un circuit, déjà, si on pousse bien sur l'accélération, qu'on a la bonne ligne, qu'on fait un beau freinage, la bonne attitude, qu'on a choisi la bonne trajectoire, qu'on enroule bien son virage et qu'on pousse bien ses gaz, effectivement, vu le nombre de virages qu'il y a sur un circuit, à la fin d'un tour, il faut déjà être bon dans les virages. Maintenant, notamment les sauts, alors il faut savoir sauter parce qu'il y en a qui ont vraiment du mal. Alors là, Les attends, amortissements, il faut qu'on prenne par exemple, si tu prends les 10 premiers pilotes de la ligue, tu vois, on va dire que sur ces. Là, moi je vais appuyer ce que je disais. Sur les 10 premiers ouais. pilotes de la ligue, en gros, Toi, t'as envie d'avoir raison, hein. Non, 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 il Ah, faut que t'as envie j'appuie, d'avoir raison. il faut que j'appuie ce que je dis. Bah oui, oh là là, mais de toute façon, il va te dire la catégorie et la couleur de la moto maintenant. mais de toute façon, j'ai Pour toujours cibler raison. J'ai toujours raison, alors je vois pas de quoi vous parlez. Non, quand tu prends les 10 premiers pilotes de la ligue, on va dire que 80% du temps de ces 10 premiers pilotes de la ligue va se gagner dans les virages et Oui, aller 20% dans les sauts. oui, Là, oui, là, c'est vrai. voilà C'est la vrai. Mais règle de base. après, alors on va dire plus ou moins à niveau égal, à un moment donné, le fait notamment d'être capable de vraiment bien amortir, voilà, c'est le truc après derrière, techniquement, alors qui est un peu plus dur à faire et qui se fait peut-être effectivement bien après le virage, parce que comme tu dis, et tu as raison, on gagne déjà du temps dans les virages, parce que le nombre de pilotes qui mettent des vieux coups de frein arrière et qui s'arrêtent dans le virage, qui cassent la vitesse, donc ouais, effectivement, il y a du temps gagné dans le virage. Mais après, effectivement, sur de l'amorti, mais de l'amorti juste, hein, pas que celui où tu mets la moto en travers, c'est hyper beau, mais finalement, tu ne gagnes pas de temps. Sur des gros amortis sur des sauts, après, quand on a passé un certain niveau, il y a du temps à gagner. Je vais être pénible, mais je pouvais pas. J'ai une question. Vu qu'on t'a avec nous, on peut pas la manquer celle-là. On parle souvent en motocross de travail technique, physique et mental. Selon Oui. toi, lequel de ces trois aspects est le plus important? Sachant que je sais que tu es un fin technicien. Alors, les trois sont très importants. Après, exactement comme je l'ai dit durant notre petite session, à un moment donné, la chose la principale, c'est la moto. Il n'y a rien qui remplace la moto. Donc déjà de rouler et techniquement de bien faire les choses, ça permet quand même déjà derrière de moins se fatiguer et puis d'être dans des meilleures dispositions mentales. Cependant, et encore une fois, quand on aspire à faire plus, à faire mieux, le physique, c'est aussi indispensable. Donc le physique forge le mental. C'est-à-dire que quand on a du physique, mentalement, on peut se reposer sur sa capacité à tenir les manches, à être plus fort que l'autre. Donc ça renforce le mental. Et effectivement, donc, le mental. Alors attention, le mental, c'est à la fois le plus important. Donc c'est quelque chose que je mettrai en premier. Mais sur le travail, c'est quelque chose que je mettrai en dernier parce que si déjà quand on fait de la moto, on a déjà des problèmes entre guillemets de mental, le mental c'est ce qu'il y a de plus dur à travailler. Donc quand la tête va, tout va. Si la tête elle va pas, il n'y a rien qui va. Donc à la fois le mental c'est le plus important, mais à la fois dans une logique de travail, et j'espère que je ne vais pas me mettre à dos des préparateurs mentaux, c'est pour moi la dernière chose qu'il faut travailler parce que c'est quand tu arrives à un certain niveau où tu rates le départ, tu as le stress. D'ailleurs, nous, on fait beaucoup de travail aussi maintenant de la projection mentale sur des exercices, sur un passage qu'on a fait et se projeter. Mais tu vois, ça, c'est la dernière pièce à l'édifice qui est indispensable. Mais si tu commences par le mental, ouais, je pense que déjà, bosse ta technique, sois déjà bon, travaille avec tes jambes, roule comme il faut, fais des stages notamment, comme ça je gagnerai un peu plus d'argent aussi, ou d'autres. Après, fais du physique, parce que le physique, tu peux le faire chez toi, tu fais du footing, tu fais du vélo, tu fais de la piscine, après c'est un préparateur, un programme, tant mieux, va à la salle. Et puis voilà, mais encore une fois, en respectant vraiment chaque personne et chaque domaine, parce que tout est important. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. C'est vrai qu'on t'a gardé un petit moment, mais c'est toujours intéressant de discuter avec les anciens, si j'ose dire, C'est même ça. si t'es pas encore fini. Hein. T'as quel âge, toi?
Et nous, moi j'ai 32 ans et Blaise 34. 34. Et tout à l'heure, quand tu. Vous êtes jeunes, les mecs, quand même. Oh. Et tu sais, quand tu parlais de Fabien Isoire tout à l'heure, que tu disais la tranche de 26-30, Fabien Isoire, il a plus 34 aussi. Ouais. Tu rajeunis Ah, tout le mais monde. du coup, moi, je vous donnais plutôt 27, tu vois. En fait, Ah, vous êtes passé à trentaine. bah, tant C'est mieux. pour ça qu'on connaît le candy bar de Serge Guidetti à Bercy. Quoi. Bah oui. On Ah, connaît nous, de la génération 90. l'époque Metzger, Magraff ça. au concours de saut. C'est ça. Bon, mais parfait. Merci beaucoup en tout cas, Serge. C'était un plaisir. Eh ben, c'était un plaisir aussi. Et on se dit à très bientôt sur le circuit ou au Touquet, on ne sait jamais si tu viens. Si tu viens Alors, faire un tour. je te regarderai par contre à la télé. Je regarderai les classements. Si j'ai la chance de passer à la télé, c'est bon. C'est que Et tout est dira, bon. nous, tu sais, on a le live, on regarde le classement. D'accord, bon, parfait. Mais merci beaucoup et Allez. on dit bonne soirée à tout le monde. Allez, À ça la roule. prochaine. Salut à À tous. bientôt. Allez, salut à Ciao, tous. ciao.